Chers amis, bienvenue sur Industrial Growth. Alors, on est dans des conditions de tournage un peu particulières aujourd'hui avec Guillaume. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois dans ta voiture, mais on va le faire. Ça va le faire, ça va être top. Comme vous le voyez, je suis avec Guillaume Anelli de chez Visiative. Guillaume, bienvenue. Merci de te joindre à moi. Merci Karim, merci pour ton invitation. Bon, t'es en voyage, t'es en déplacement, qu'est-ce Écoute, qui se passe? je suis un, je suis un homme de terrain, donc comme tu le sais, on va à la rencontre de nos industriels. Et donc voilà, c'était pas prévu comme ça, mais bon, l'occasion a fait qu'il fallait que je me rende sur Caen. Ok. Donc je suis dans notre terre normande, voilà. Ok, bon bah écoute, t'es pas très loin non plus. On devrait pouvoir enregistrer, donc c'est pas très grave. L'essentiel c'est que tu aies pu nous rejoindre. Ce que je te propose peut-être pour démarrer, on a pas mal de sujets à voir aujourd'hui. L'idée c'était de discuter un peu notamment du baromètre que Visiative avec vos équipes vous avez sorti. Mais peut-être avant ça, juste si tu peux te présenter, nous dire un petit peu d'où tu parles, d'où tu viens, et nous parler peut-être de Visiative pour ceux qui auraient le mauvais goût de ne pas connaître Visiative. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Ouais, bien sûr. Bon, donc moi je suis Guillaume Anelli, ça fait 18 ans que je travaille pour le groupe Visiative. Et aujourd'hui, je suis directeur commercial pour la France et notamment sur le secteur industriel. Alors Visatif, c'est une entreprise avec une histoire passionnante, hein, une histoire entrepreneuriale, puisqu'elle a commencé il y a plus de 35 ans avec deux personnes, Christian Donzel et Laurent Fiard, qui ont créé une entreprise pour euh, accompagner les industriels dans leur évolution numérique. Et plus particulièrement, on est parti du bureau d'études. On a équipé les bureaux d'études de logiciels de dessin, donc de conception assistée par ordinateur. Et très vite, on est sorti du bureau d'études pour aller discuter avec les autres services de l'entreprise, la qualité, la supply chain, la qualité. Et on est devenu un éditeur d'abord d'une plateforme collaborative qui a édité des solutions pour le management de la qualité, donc tout ce qui est action corrective, préventive, audit. Et on est devenu un groupe qui s'appelle Visiative maintenant, qui fait un peu plus de 270 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est 1500 collaborateurs, on fait 35% de notre chiffre d'affaires à l'international. Et aujourd'hui, on accompagne des dirigeants dans leur réflexion de transformation digitale et plus particulièrement comment le digital sert les intérêts stratégiques de l'entreprise. Ok, très clair pour moi. Et toi, d'un point de vue plus personnel, donc Visiative, je pense qu'on a la big picture, on voit à peu près ce que vous faites. On entend quand même pas mal parler de Visiative quand on est dans l'industrie. Il me semble que vous êtes plutôt incontournable. À un moment donné, on va croiser soit quelqu'un de tes équipes, soit à un moment donné des logiciels ou des solutions que vous avez mis dans pas mal d'usines. Toi, ton parcours avant d'arriver ici, t'es un industriel, Alors, t'es un ingé, par où t'es passé avant? oh là là, moi j'ai un parcours comme dans la voiture, tu vois, un parcours atypique. Non, j'ai un parcours où avant de rejoindre les équipes de Visiative, j'avais entrepris, j'ai créé mon entreprise. Et puis avant d'avoir créé mon entreprise, j'étais athlète de haut niveau puisque j'étais sportif de haut niveau. Dans Je quel suis sport? tombé dans le judo, dans le Dans le judo. judo, d'accord. Ok. Ouais. Et je suis tombé dans l'industrie un petit peu dès mon alternance en fait, en réalité, parce que j'ai fait un BTS technico-commercial, option mécanique et électrotechnique à l'époque. Et je suis tombé dans ce milieu avec beaucoup de passion, beaucoup d'engouement, et j'y suis jamais parti. Et puis chez Visiative, j'ai une double chance, c'est de pouvoir m'épanouir à travers tous les projets intrapreneuriaux qu'on forme Ok. et de pouvoir défendre des convictions qui est comment on aide les industriels en territoire, comment on fait en sorte que l'employabilité des profils techniques qui me tient à cœur puisque c'est de ma formation, ça soit une réalité, comment on fait en sorte que des athlètes de haut niveau connaissent les métiers de l'industrie aussi. Donc à titre personnel, j'attache beaucoup d'importance à travailler sur cette inclusion, inclusivité surtout. Et puis je mets tout ça au service du collectif chez Visiative. Le collectif, c'est un mot fort, hein. Je crois que la baseline de Visiative, c'est sharing is. Attends, pardon. Rappelle-moi. Sharing is growing. Sharing is Exactement, growing. sharing is growing. Ouais, Ouais, toi, exactement. j'essaie de le dire en anglais. Bon, j'ai encore du progrès à faire, mais le partage, en tout cas, la collaboration, le partage, c'est quelque chose qui est assez fort à la fois dans le fonctionnement et dans même les produits que vous mettez ou les solutions que vous mettez en Ouais, place, quoi. culturellement, on a toujours inscrit l'homme au service de la stratégie d'entreprise, mais plus particulièrement, en fait, nos clients, nos écosystèmes, dans une démarche collective. On est persuadé dans l'ADN de l'entreprise que plus on partage, plus on grandit et plus on s'enrichit mutuellement.
Et on l'a inscrit dans notre raison d'être, j'ai envie de dire. Mais notre raison d'être, c'est aussi de construire des solutions qui sont au plus proche du terrain. Alors, on ne fait pas toujours tout bien. Néanmoins, on a une capacité si tu veux, à mettre nos solutions dans les mains des clients, de les confronter, de créer des communautés d'experts, d'utilisateurs et de dirigeants qui nous ont permis de construire notre proposition de valeur au plus proche de nos clients. Ok, top. Alors, on est ici pour parler du baromètre que vous avez lancé, sur lequel tu vas pouvoir nous dire quelques mots. Avant, je voudrais juste dire à ceux qui nous ont rejoints, qui nous regardent, soit sur LinkedIn, soit sur la communauté Industrial Growth, vous pouvez poser vos questions en direct. Je vais essayer de les prendre au fur et à mesure quand elles arrivent. N'hésitez pas à poser vos questions et puis on peut en discuter. Moi, mon premier sujet, Guillaume, c'est bon, vous avez créé un baromètre. Avant qu'on rentre dans les détails de ce baromètre, c'est quoi l'état un petit peu de la transfo digitale aujourd'hui? Surtout dans l'industrie, on en parle maintenant depuis un peu plus de 10 ans. C'est même un peu tarte à la crème, hein, le mot transformation digitale. Où est-ce qu'on en est? Écoute, on a quand même beaucoup de choses qui ont énormément changé. Évidemment, il y a toujours cette phase avant Covid, après Covid. Avant Covid, le numérique, c'était assez égal à l'ERP. Après Covid, les dirigeants d'entreprises industrielles ont compris la nécessité de se digitaliser. Alors, on va pas encore assez vite dans la digitalisation, souvent par manque de moyens ou par manque de méthode, mais c'est pas l'envie qui en manque. Donc, en fait, le point de départ de ce baromètre, c'est d'abord de partager avec le plus grand nombre, exactement comme on vient de se le dire, le fruit de beaucoup d'analyses terrain qu'on a fait auprès des clients, parce que nous-mêmes, c'était important de comprendre quel était l'état d'avancement Hmm. de nos clients industriels en territoire sur la partie digitalisation. Et on s'est aperçu et on s'aperçoit qu'après un peu plus de 400 diagnostics et un peu plus de 5000 personnes interviewées, que cet état a énormément changé depuis 2018, avec une accélération après 2020, donc et après post-Covid. Donc il y a une prise de conscience. On parle beaucoup d'industrie 4.0, on parle beaucoup de cybersécurité. Le mode SaaS avant Covid n'était absolument pas un sujet digeste, maintenant il l'est. Hmm. Donc il y a vraiment un niveau de conscience qui s'est enrichi avec le temps. Et maintenant, la deuxième étape de ce niveau de conscience, pardonne-moi, c'est comment on met ça et ça se rend visible dans l'entreprise. Donc on parlait beaucoup de performance et maintenant on va parler d'efficacité. Alors ça, c'était une des questions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'occupe moins de la performance ou ça veut dire que c'est un sujet qu'on maîtrise maintenant et du coup on parle d'efficacité? C'est quoi la différence pour toi entre les deux et pourquoi, à ton avis, il y a eu ce switch-là, ce glissement vers l'efficacité? Bah, déjà, le premier sujet, c'est comment grandir sans grossir. Ça, c'est le premier sujet. La performance a toujours été un sujet chez nos clients industriels et dans l'industrie en général. Mais aujourd'hui, on va se concentrer à travailler sur la performance et plutôt son business model, comment je vais travailler à vendre des produits d'usage, etc., etc. Et maintenant qu'on se concentre sur l'efficacité, c'est plutôt l'efficacité opérationnelle. On a beaucoup entendu parler à travers les entretiens qu'on a pu avoir de chaîne numérique, de continuité numérique, comment la data se diffuse bien dans l'entreprise, comment mes collaborateurs travaillent les uns avec les autres. Donc nécessairement, l'efficacité, c'est aussi l'organisation. Je dois élever le niveau de conscience de mes collaborateurs, leur amener une nouvelle méthode de travail. Et ça, on s'aperçoit que c'est un sujet qui ressort de plus en plus dans les organisations industrielles. Donc ça veut dire qu'on est plus dans une démarche de questionner des process ou des choses qu'on avait en place, des outils peut-être ou des façons de faire versus révolutionner le business model ou chercher à tout prix à pousser de la tech, quoi. Exactement. Aujourd'hui, avant, on avait un problème, on mettait un logiciel et puis globalement, ça faisait le job. Aujourd'hui, on travaille vraiment sur la cohérence des applications, comment elles vont discuter les unes avec les autres, euh, quels choix d'outils vont être le plus pertinents par rapport à ma stratégie d'entreprise. Et aujourd'hui, on voit apparaître des nouvelles fonctions dans l'entreprise. Alors, c'est encore balbutiant.
en tout cas sur les PME qu'on a interviewés, hein, les ETI se staffent de plus en plus, mais les PME sont en train de voir des nouvelles fonctions, donc des Hmm. chefs de projet transverses qui vont vraiment adresser les métiers. Et l'IT n'est plus tout sachant, je vais le dire comme ça, mais elle est vraiment au service des métiers de l'entreprise. Et ça, on voit une vraie mutation dans les interviews qu'on a fait tout au long des dernières années. Et alors, comment cette mutation, elle se traduit concrètement aujourd'hui dans les feuilles de route? Qu'est-ce que mettent en place aujourd'hui? C'est quoi les gros projets que vous voyez se déployer chez vos clients, par exemple, les gros sujets du moment? Alors, je crois que déjà, tu as fait, sans le vouloir, mais tu as vraiment parlé d'un point qui est extrêmement important. On voit apparaître quelque chose de nouveau, ou en tout cas qui n'était pas formalisé en tant que tel, c'est de mettre une feuille de route. On a beaucoup parlé de stratégie d'entreprise, 3 5 ans, tous les dirigeants d'entreprise écrivent leur stratégie, et peu finalement écrivent la feuille de route au service de la stratégie. Donc première chose, on voit vraiment qu'il y a un pari qui est de dire je dois écrire ma feuille de route stratégique au service de ma stratégie d'entreprise. Et là, on voit des feuilles de route sortir. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a nous aussi amené Hmm. le marché, et c'est comme ça qu'est né le baromètre. Après, les grandes tendances, on a des mutations. Aujourd'hui, on sait que 100% des ETI ils ont un ERP, 90% chez les PME ETI, et on a beaucoup de solutions ERP différentes. Donc ça veut bien dire qu'il y a un marché, c'est un marché qui est en train de changer. Évidemment, dans ce baromètre, c'est quelque chose ce qui se veut passé et futur. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui ont Ouais. évolué au fur et à mesure de ce baromètre. On voit des choses marrantes, des entreprises qui disent qu'ils ont une JED, mais en fait qu'elles le gèrent encore de Windows. Ouais, c'est un Google Drive Euh, un dossier ouais, Windows sur le serveur, quoi. Ouais. c'est assez surprenant, mais finalement, voilà, il y a des choses qui sont en train de s'accélérer, notamment avec les normes qui sont en train d'arriver au 1er janvier 2025 ou avec la CSRD qui est en train d'arriver, qui vont soumettre un Hmm. certain nombre de nouvelles réglementations et de flux, et le digital va prendre de plus en plus de place. Et puis, il y a des choses surprenantes. On va voir des CRM. Il y a 46% des entreprises seulement qui utilisent un CRM. Ouais. Bon, Alors, ça m'a pas choqué. Ouais. on voit que le CRM, il y a beaucoup de solutions différentes, que c'est souvent lié à son canal de distribution. Est-ce que je vais faire du Hmm. B2B? Est-ce que je vais avoir une force de vente représentée? Et puis, on va avoir des blocs importantes du système d'information qui on voit apparaître, le BI, le Ouais. logiciel de paye, la compta. On est passé aussi beaucoup sur les entreprises industrielles de la nomenclature, qui est en train de vivre et de se repositionner dans le système d'information. Et ce qui était très vrai dans les ERP où on mettait tout dans le ERP, Hmm. on commence à dire ok, le ERP c'est bien la colonne La colonne vertébrale, vertébrale, ok. ouais. Mais par contre, je vais travailler sur des usages avec des logiciels qui vont bien se greffer, qui sont peut-être plus enclins à parler au métier et qui sont moins généralistes et plus spécialistes. Ouais. Et dans ce que tu dis, là, bon, déjà, feuille de route, ça, on le retient. Et il y a quelques années, on ne parlait pas de feuille de route de transfo. Là, la plupart des boîtes aujourd'hui, en tout cas, quand on atteint une certaine maturité, on commence aussi à documenter les choses et avoir une vraie feuille de route. Là, dans ce que tu disais, on parle de RP, de CRM, de tout un tas de logiciels. Il y a ce sujet de data. Moi, de mon point de vue, alors qui est très orienté sur la partie client, la partie vente, marketing, ça, par le métier qu'on fait aujourd'hui chez Nil, mais j'ai l'impression que on est encore au balbutiement, quoi. Je trouve que c'est un peu, si je peux utiliser ce mot, c'est un peu le bordel, quoi, souvent dans les boîtes Indus, la partie data. Et même quand il y a l'ERP, même quand elle commence à mettre des data lakes ou ce genre de choses, on a l'impression ça manque un peu de gouvernance. Est-ce que c'est un constat aussi que tu fais ou vous faites chez Visiative? Ouais. Alors, tu sais, bon, tu le sais, hein, tu es un expert des industries et on a souvent échangé ensemble. En fait, il y a cette industrie 4.0, on y a mis plein de trucs dedans, tu vois. Et quand on parle aujourd'hui de convergence OT-IT, Hmm. le maître mot, c'est quand même la data. Et la data, Il y c'est en un a de vrai partout. sujet. Donc, il y en a de partout, il y en a de nulle part. Je crois qu'on a, dans ce baromètre, on a souvent vu des entreprises, ils ont la data, mais ils savent pas où elle est. Ouais. Et est-ce qu'elle est juste? Ça, c'est un vrai sujet. Donc, pareil, on a vu des nouvelles fonctions. On voit des owners de la data apparaître dans les industries. Donc, des personnes qui sont vraiment en charge de la propreté de la donnée et de l'unicité de la data, indépendamment du système d'information, des logiciels Hmm. utilisés. On voit que sans data, on va pas bien loin. Néanmoins, avec la data, et bon, évidemment,
il y a un autre bébé, un autre sujet qui arrive tout le temps avec l'IA. On parle beaucoup d'IA. Ouais, bah ouais, On voit que ouais. l'IA, c'est voilà, c'est un sujet qui part d'abord de la data. On a fait beaucoup de buzz avec ChatGPT, Hmm. etc. Mais si pas de bonne data, bah, pas de On bonnes fait données rien, à bah ouais, exploiter. c'est clair. Donc Ouais. voilà. Mais en même temps, le Donc potentiel de l'IA, il est basé sur ça. C'est-à-dire que sur une boîte, enfin, je prends par exemple vos 400 diagnostics. Je crois qu'ils ont fait un peu la même chose chez OSS Ventures. J'ai discuté avec Ronan il n'y a pas longtemps de ce sujet. Ils ont récupéré tout un tas de diagnostics qu'ils ont fait pendant 4 ans. Ils en ont fait ils ont injecté ça dans de l'IA. Alors, techniquement, je ne sais pas comment ils ont fait, mais et derrière, ils ont un moteur, un chat GPT qui interroge leur propre base. Donc, ça, c'est quelque chose que demain qui peut être à la portée des industriels à condition d'avoir la data qu'il faut, bien rangée, bien organisée, quoi. écoute, tu vois, pour être un expert de ces sujets-là, alors pas que de l'IA évidemment, mais du numérique en général, on a, en fait, l'IA, on en fait depuis des années. Ça fait Mm. 20 ans qu'on fait de l'IA. Maintenant, avec ce qui s'est passé avec ChatGPT, on a une accélération parce que c'est devenu plus didactique, plus Ouais, visuel, plus accessible. user-friendly. Voilà. Ouais, Maintenant, il y a encore un vrai sujet, et là, on l'a vu aussi à travers notre baromètre. Il faut éduquer les comités de direction à se dire, OK, l'IA, c'est bien. À quoi ça sert? Pour faire quoi? Là aussi, il faut écrire une feuille de route mm, des usages de l'IA, et ensuite, il faut poker. ouais, Et je crois qu'on est bien aidé à travers bon, différents dispositifs qui sont entre autres à la BPI, qui sont plutôt bien faits en ce moment ouais, là-dessus. Et on voit des usages géniaux, quoi. Donc ouais, l'IA, ça s'appuie sur des sujets d'image, de vidéo, de data exogène pour construire des modèles. J'ai vu des trucs incroyables, des notices de montage qui se font sur l'opérateur en apprenant, et l'IA vient corriger en fait les defects pour ouais, améliorer la qualité. On voit l'intelligence collective, notamment des techniciens qui sont sur site, qui peuvent collecter beaucoup de remontées d'informations et d'assets qui peuvent être interprétés par l'IA, donc optimiser les déplacements. Donc il ne faut pas opposer, en tout cas je le pense, une IA face à de l'optimisation de mm, personnes, mais vraiment de l'optimisation de l'homme augmenté. ouais, Et c'est ça que ça va amener. Évidemment, il faut se structurer pour accueillir l'IA pour accueillir ça. Ouais. convenablement comme n'importe quel autre système d'information. Alors, ça fait beaucoup de sujets. On parle d'IA, on parle de RP, de CRM. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait des nouveaux postes, enfin, des nouveaux métiers qui apparaissent, hein, des data owners dans des boîtes industrielles. Jusqu'à présent, on ne voyait pas trop ce genre de profil, mais ça prend beaucoup de sens aujourd'hui. Qui conduit un petit peu ces changements dans les boîtes? Parce que ça aussi, c'est quand on parle de gouvernance de la data, c'est lié à ça aussi. C'est qu'il n'y a pas vraiment d'honneur ou on va dire, de leader sur ces sujets-là dans pas mal de boîtes. Peut-être parce qu'elles n'ont pas les moyens. En tout cas, il y en a qui ont peut-être plus les moyens que d'autres de se les payer. Comment on peut faire pour qui on doit désigner? C'est le rôle de qui dans la boîte? Parce que le DSI, on lui met beaucoup sur le dos, mais est-ce que c'est forcément le rôle du DSI? Mais Moi, j'en non, suis pas sûr. oh, J'en suis pas sûr, quoi. je partage avec toi, Karim, je suis assez d'accord. En fait, le rôle de transformation, c'est piloter la transformation, et plus particulièrement comment je conduis l'évolution digitale dans l'entreprise. Mm. Historiquement, le DSI, c'était celui qui câblait le réseau, Bah ouais. l'IT, et celui qui mettait le RP, et globalement, c'était le plus sachant. Et en plus, le Aujourd'hui, DSI, les compétences tu lui demandes que tout soit stable, qu'il n'y ait pas de problème. Donc, tu vas pas lui demander en plus de transformer le système, quoi. de transformer, C'est un c'est peu le ça. contraire de son job, quoi. Il doit assurer une sécurité, une stabilité. Puis, tu ne peux pas lui dire de changer en tout cas, d'avoir une feuille de route de Et transformation, hein. aujourd'hui, voilà, la transformation, elle est plus liée à une personne, elle est liée à plusieurs personnes. Celui qui porte la transformation, pour répondre à ta question, ça reste le dirigeant. Ouais. Donc si le dirigeant il n'est pas convaincu Il n'est pas sponsor, il est pas. de la transformation, pas sponsor, ça marche pas. Et on le voit, hein, toutes les entreprises qui amènent un dirigeant embarqué, convaincu, mais qui est à côté de ses équipes et qui suit l'état d'avancement de ses projets. Tu sais, on a trop vécu le dirigeant qui fait son chèque. Mm. Et bon, les gars, on se revoit dans 12 mois, il faut que ça marche. Ouais. Mais en fait, non, il y a J'en ai un la aussi tout dernière un. fois qui m'a dit quand je signe, je veux que ça soit en place la semaine suivante. Tu Ouais. déconnes, t'as mis 6 mois à signer, ça va pas marcher comme ça, quoi. Tu sais, le plus drôle, j'ai vu un truc apparaître qui est vraiment intéressant, et c'est un dirigeant d'ailleurs qui me l'a remonté à travers ce baromètre. Il me dit, tu sais, on a inversé complètement notre façon d'aborder les projets. Avant, on faisait des cahiers des charges, maintenant on travaille avec les partenaires, et une fois qu'on a choisi le partenaire, il est dans l'équipe. Ouais. Et c'est pas nous contre lui, c'est tous ensemble dans une même direction. Ça change culturellement. Et ce fameux cahier des charges, bah, qui était un petit peu la lettre au Père Noël dans le digital, il est un peu partagé un peu mieux,
par les équipes. On voit des nouvelles personnes qui travaillent en transverse. Et donc, l'industriel, par manque de moyens, souvent ne recrute pas. Néanmoins, il est en train de travailler dans une nouvelle organisation qui permet d'avoir des personnes qui viennent en transverse aider les métiers à faire en sorte que leurs projets aboutissent. Ouais. Et donc, c'est pas que sur le DSI, où le DSI va travailler sur son infrastructure, il va travailler sur les nouveaux enjeux, le edge, il va travailler sur la data, il va travailler sur la sécurité de son système d'information avec des RSSI, etc. Et cetera. Et puis, dans les métiers, on va donner des nouvelles compétences de gestion de projet au sens IT du terme, pour intégrer de la technologie. Ok. Merci pour cette réponse. Je vais prendre une question. On a une question de Frédéric Rosello, puis après on passera un petit peu à la suite des sujets. J'ai 2, 3 autres questions pour toi sur le baromètre. Question de Frédéric Rosello. Je crois Frédéric, il est dans le secteur de la robotique et de la cobotique. Si je dis robotique, il va m'engueuler. Cobotique. Il demande, pensez-vous que l'année 2024 sera sans investissement? Car aujourd'hui, tous les projets discutés avec nos clients glissent, en tout cas c'est ce qu'il dit, sur 2025. Et il a l'impression que 2024 est une année un peu blanche. En tout cas, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez chez Visiative en termes d'investissement peut-être sur ces sujets de digitalisation, de transformation? Alors, il n'y a jamais eu autant de projets, ou en tout cas d'engouement sur le numérique. En revanche, là où je rejoins la question, c'est que on voit qu'il y a eu un S1 extrêmement contracté, Ouais, c'est un vrai. S2 qui est pas anormal, qui va, à mon avis, peut-être avec l'effet des Jeux Olympiques, je l'espère, remettre un peu Ou pas. d'engouement, ou pas. Ou pas. Mais c'est vrai qu'on a une année particulière, et les investissements sont assez raisonnés. On Ouais, voit plutôt pas mal de consolidation s'opérer. Donc il n'y a pas un ralentissement. Néanmoins, je pense qu'il y a plus de réflexion et une approche ouais, héroïstique qui est beaucoup plus prononcée ouais. qu'auparavant. Donc, on n'est pas dans une phase de à tout prix courir. Il y a pas cette phase un peu de hype. On est vraiment dans une phase raisonnable de réflexion et on D'efficacité. déploie et d'efficacité. C'est ce que tu disais tout au début, quoi. Et ouais, c'est ça, ouais. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, mais c'est une déformation professionnelle. Et après, peut-être aussi, c'est bon, le baromètre, il est sur un échantillon qui me semble moins représentatif, en tout cas vu de l'extérieur. Mais la partie vente, en tout cas quand on parle des sujets de transformation, il y a beaucoup de sujets sur la prod, sur l'administratif et le people. En gros, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Je crois que la partie vente, il y a un chiffre qui m'avait frappé, c'était 4% des dirigeants. Alors je dis peut-être une bêtise, hein, Guillaume, j'ai plus tous les chiffres en tête, mais en tout cas, la transformation des ventes, et je mettrais là-dedans, moi, les ventes au sens large, avec le marketing dedans, en tout cas tout ce qui est comment est-ce qu'on améliore la façon de vendre. Dans ce que j'ai cru comprendre du baromètre, c'est que ce n'est pas une préoccupation d'une majorité, de beaucoup de dirigeants. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut interpréter ces chiffres? Alors, je vais essayer de te répondre avec beaucoup d'humilité et de précaution. Il y a uniquement en fait 6% des personnes interviewées qui utilisent un CRM spécifique, développé Ouais, sur mesure. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressés sur la vente. Je pense que historiquement, les industriels, ils ont une culture produit extrêmement forte, manufacturière. Euh, et d'ailleurs, on le voit, hein, il y a des tendances qui sont assez intéressantes. Quand tu regardes ce que BPI a fait avec l'incubateur Neo, mm, le principe, c'est de dire comment je mets de la tech dans de la fab. ouais. Ça, c'est nouveau. Donc, on est en train de travailler à aussi une mutation des changements de business model, ce qui impacte un Qui va changement de la impacter les force de ventes, à la vente. force de vente. Ouais. Exactement. Mais Donc ça va aujourd'hui, la venir. force de vente, effectivement, ça va venir. Je Ouais. pense que c'est en cours, c'est vraiment en cours. C'est pas un sujet qui sort Ouais. d'une manière très marquée dans ce qu'on a pu voir dans les interviews. Ben c'est assez cohérent avec les 46% de boîtes qui ont un CRM. Donc ça veut dire que tu en as la moitié qui n'ont pas de CRM. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le sujet n'est pas et pas peut-être aussi urgent, vital ou perçu comme tel pas mal de boîtes, quoi. Alors moi, ça me déçoit, ça me déçoit un peu parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'éducation à faire, mais oui, c'est pas surprenant vu la culture produit que peuvent avoir beaucoup d'industriels encore aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Euh, Après, Vas-y, ouais, pardon, vas-y, je t'en vas-y, prie. je t'en Vas-y, prie. non, 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 je t'en prie, vas-y. Après, il y a aussi un sujet qui est important, hein, dans le rapport des secteurs d'activité. Tu vois, on a travaillé sur beaucoup l'architecture de la construction, les biens de consommation, les équipements industriels, les hautes technologies, la matière première, le pharmaceutique, le service ou la transport et la mobilité. Évidemment, il y a des niveaux de maturité qui sont C'est extrêmement différent différents en fonction des en cibles. fonction des industries. Ouais. Alors, l'ERP, alors on est obligé de dire un mot de l'ERP.
Quand même le mastodonte ou l'éléphant dans la pièce dans pas mal de boîtes. Est-ce qu'on est toujours, là je le dis un peu avec provoque, est-ce qu'on est toujours dans des cycles de déploiement de RP qui durent 2 ans, 3 ans, 4 ans et qui sont jamais terminés? Est-ce que c'est encore des choses qu'on Écoute, observe? je vais pas me faire des amis, hein, mais le RP, c'est vraiment encore un sujet, c'est une souffrance, hein. Et C'est alors, une souffrance, attends ouais. tort ou à raison, C'est ouais, ça. à tort ou à raison, parce que je crois que j'ai pas vu un dirigeant à travers les interviews qui me dit, ah, mon ERP, nickel, c'est du billard. Mais en fait, pour le coup, je vais pas lancer la balle aux ERPistes. Je pense qu'il y a vraiment un ancien modèle ERP et un nouveau Ouais, modèle ERP. ouais, je suis d'accord. Ouais. L'ancien modèle qui était extrêmement compliqué, qui était difficile à mettre en œuvre, parce que souvent on fait un cahier des charges qui est compliqué à comprendre et les exécutions sont souvent vraiment pas simples. Hmm. Maintenant, il y a de nouveaux ERP qui sont en train d'arriver. On voit apparaître des Odoo, on voit apparaître des Open Prod, on voit apparaître des nouveaux sujets Ouais, des choses un peu et plus même agiles. Hmm. un peu plus agiles, qui la promesse de valeur, alors certes fonctionnellement ils sont peut-être pas encore au niveau des gros ERP X3, Divalto, etc. Mais ils ont une promesse de valeur qui est de dire on va déployer rapidement, on a des usages préfaits sur des Hmm. verticaux, et là on voit un truc qui est en train de se passer. Donc notre baromètre, on le voit aussi, hein, il est as is to be, c'est-à-dire que ce qui était vrai il y a 5 ans n'est plus vrai aujourd'hui tout le temps. Mais néanmoins, il y a un truc qui est en train de se dégager, c'est le RPRS central, il doit aller beaucoup plus vite en exécution et en Ouais, mise en c'est œuvre. clair. Hmm. Et par contre, je dois avoir des périphériques qui parlent bien. Donc je dois faire en sorte que mon système d'information, en l'occurrence, bah, le CRM, il n'est pas toujours intégré dans le RP et c'est peut-être bien qu'il ne le soit pas. Et le MES et la robotique, etc., etc. Donc on voit que le RP, c'est encore un sujet important et surtout chez les clients industriels. Néanmoins, je pense qu'il y a du mieux. Il y a vraiment beaucoup de mieux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, enfin, il y a des choses qui bougent, hein. On va commencer à avoir des premiers ERP SaaS apparaître avec du no-code, avec des choses un peu comme ça qui permettent de donner un peu plus la main peut-être à l'utilisateur versus les jours hommes qu'il faut acheter quand on veut modifier trois bricoles. Même si, encore une fois, l'idée, c'est pas de jeter la pierre aux intégrateurs ERP parce qu'ils ils font quand même le job et ça fait tourner quand même un paquet de boîtes. Donc, on va pas commencer à. Mais, mais tu sais, Karim, il y a un truc qui est vrai, c'est que, et moi c'est une conviction, on sort un peu du cadre du baromètre, mais ma conviction c'est que écrire un cahier des charges qui était vrai il y a 12 mois, mais qui sera plus vrai dans 24, Ouais, c'est en fait périmé. c'est ça qui va pas. Ouais, c'est ça. Voilà, en fait c'est la conduite des projets qui ne va plus. C'est pas les ERPistes en fait le C'est pas le problème. logiciel en lui-même ou le truc qui fonctionne, quoi. C'est juste Exactement. comment tu le fais, comment tu le déploies, quoi. C'est sûr que quand on mettait 24 mois à développer un produit, bah, il y a 24 Mm. mois, j'étais pas le même que je Ouais, serai dans 24 mois plus tard. Donc, on doit travailler dans des équipes projets qui sont très agiles. Ce mot, on l'utilise aussi beaucoup, mais agile, ça veut dire juste euh, on bah, doit bouger accepter vite, facilement. l'erreur. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. accepter l'erreur, se dire bah, peut-être qu'on a pris une mauvaise direction, il faut repartir dans un autre. Et ça sous-entend un truc qui est hyper important, qui est, euh, qui est le pilotage, Mm. qui est ce que moi j'appelle avec mes mots à moi l'urbanisation. C'est tout ce que tu vois pas dans ton infrastructure, mais qui est nécessaire au bon fonctionnement de ton Ouais. entreprise. Les tuyaux, Et ça, c'est voilà, où tu stockes la exactement. donnée, etc. Et que tu as besoin, comment tu connectes au reste de l'écosystème, ça, c'est des choses auxquelles on pense pas. Ouais. On pense de manière encore Et beaucoup ça, monolithique, quoi. c'est devenu extrêmement important, extrêmement important. On arrive un petit peu à la fin de l'interview. Finalement, quel est le message là, que tu voudrais faire passer? Qu'est-ce que vous a apporté? Qu'est-ce que t'apporte, toi, le baromètre? De quoi enfin, une question que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce que font aujourd'hui des industriels qui ne devraient plus faire ou qui devraient arrêter de faire? C'est une question qui est C'est presque philosophique, ta question, Karim. la question à 13h30. Tu as 2 heures La, pour très- répondre. voilà. Moi, je pense que je suis de caractère, on est ultra optimiste chez Visiatif, parce que je pense qu'on a des perspectives technologiques qui sont infinies maintenant. Je regardais ce matin Amazon qui lance un configurateur d'intérieur automatique avec l'IA, tu Hmm. prends ta photo et ça te génère ton configurateur. Donc si on plaque ça à des usages industriels, on va s'éclater. Ça, c'est la super nouvelle. Et il faut faire un peu le dos rond pour l'adoption, mais tout a changé. Le coût d'adoption, les technologies. Donc il n'y a plus de limite à la technologie aujourd'hui. Ça, c'est le côté super positif. Qu'est-ce que devraient faire les industriels? Il faut qu'ils s'organisent, il faut qu'ils travaillent sur l'homme, la Ouais, compétence. Moi, je reste persuadé que plus on formera nos équipes en interne à aborder des projets, à travailler différemment
que ce qu'on avait l'habitude de faire, plus on abordera facilement les projets de transfo, et pas que digital d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment un sujet. Et qu'est-ce qu'ils doivent arrêter de faire? Bah, j'ai envie de dire, il faut qu'ils soient eux-mêmes des entrepreneurs qui continuent à prendre des risques, à innover, mais il faut qu'ils, enfin, on n'est pas grand-chose pour dire à des entrepreneurs industriels qui font tourner les C'est clair. boîtes aujourd'hui Faut de rester leur dire humble. d'arrêter de Ouais, faire quelque chose. Il faut ouais, c'est rester humble clair. par rapport à ça. Faut rester humble. Mais voilà, nous on a une conviction et là c'est vraiment d'ouvrir les portes des industriels, de faire en sorte qu'en région nos industries soient attractives parce qu'on a des mines, des talents d'industriels formidables dans nos régions. Et je pense que plus on ouvrira les portes de nos industries, plus on verra que le bon vieux copeau derrière la machine, c'est fini ce temps-là. Ouais, c'est clair. C'est un temps révolu. Et je pense que ça, le digital peut apporter énormément au positif dans nos industries. Ça fait une belle conclusion. Juste avant de nous quitter, peut-être ce baromètre, donc c'est quelque chose que vous allez rééditer chaque année ou comment comment vous allez le faire vivre? Parce qu'en général, le baromètre, son but c'est qu'il vive un petit peu. Comment est-ce que ça va marcher? Alors, évidemment, on a fait cette première version de baromètre. On va essayer de se faire un baromètre peut-être tous les 2 ans, tous les 2 ans, on va voir. On attendait beaucoup de retours, on a été énormément plébiscité sur ce baromètre, donc on est super content. C'est surtout le fruit d'hommes et de femmes de Visiative qui ont recueilli beaucoup de données avec nos clients. Donc on est en train d'essayer de ritualiser ça. On espère faire au moins une version tous les 18 mois pour que la data elle soit dynamique et pas trop statique. Donc on va faire évoluer ce baromètre évidemment et on va essayer de le mettre accessible dans un modèle qui permettra de consulter de la donnée en mode freemium. On est en train de réfléchir au modèle qu'on peut opérer sur ce baromètre. Super. Je te partage 2, 3 commentaires parce que tu ne les vois pas, que tu es en voiture, mais j'ai François Drion qui nous dit enfin quelqu'un qui sait de quoi il parle. Tu as des commentaires positifs et puis tu as un feedback de Marc Akoto qui est un spécialiste de l'automatisation qui est plutôt aligné avec toi sur ton approche bottom-up, learn by doing. Je pense qu'il parle un petit peu de ce qu'on disait tout à l'heure sur l'agilité et le fait d'impliquer un petit peu les équipes, de faire des POC et de sortir du cahier des charges monolithique qui bloque un peu tout le monde dans une voie sans issue, quoi. C'est ça, exactement. Bah, Guillaume, écoutez, merci, merci pour ces merci commentaires, beaucoup. hein. Ouais, et bah, écoute, Merci Karim. l'épisode est toujours dispo sur LinkedIn, vous pourrez le revoir. On a mis aussi les liens vers le baromètre. Laetitia aussi, qui m'accompagnait sur l'organisation du live, a mis un lien vers aussi un guide de la transformation numérique qu'on avait trouvé, nous, top, publié aussi par Visiative. Donc vous retrouvez ces liens dans les liens de la vidéo. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Je pense que Guillaume, tu pourras continuer à répondre sur LinkedIn notamment. Merci, ouais. Tu reprends la route. Bon courage. Je reprends la route. Voilà, c'est gentil. Bonne route à Merci, toi et puis à bientôt. Merci à tous. Merci à Salut. tous. Au revoir. Salut, au revoir.